Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Koen Vopeik. Bonjour. Bonjour. On a tellement de sujets qu'on pourrait évoquer, mais il m'a semblé que pour débuter cet entretien, peut-être évoquer les sonates de Beethoven. J'ai l'impression qu'elles vous accompagnent depuis toujours. Vous en avez gravé l'intégrale pour le label Decca. Et puis, on a l'impression que votre vie pourrait trouver sa source dans ces sonates de Beethoven. Sûrement, pour beaucoup de musiciens, c'est une partition qui nous accompagne toute la vie. Mais on a toujours le sentiment qu'on n'arrive pas à vraiment conquérir ces sonates. Et puis, il y a à peu près, je sais pas, 12, 13 ans, non, 15 ans, il y avait une sorte d'urgence. Et j'ai senti qu'il fallait absolument que je travaille, que je donne au concert ces sonates. Et puis j'ai commencé 1, 2, 3, et puis évidemment j'ai fait tous les 32. Et puis j'ai senti qu'il fallait graver tout de suite, ou bien c'était le moment. Alors sans arrière-pensée, j'ai commencé à enregistrer. Et puis j'ai réalisé que 32 sonates, c'est la vie entière de Beethoven, vraiment. Et puis j'avais envie de donner dans les concerts consécutifs qui durent une semaine, de tout jouer. C'est de vivre avec Beethoven pendant une semaine. Et c'était la plus grande expérience musicale que j'ai jamais même imaginée. Mais c'est une musique que vous jouiez enfant, adolescent en Corée. Vous avez commencé à les travailler là-bas. Oui, comme tous les autres. Et vous jouiez à ce moment-là les plus célèbres. Oui, ce qu'on m'a donné, sans comprendre quoi que ce soit. Oui. À quel moment vous êtes dit que vous commenciez à pénétrer cet univers et justement à comprendre ces sonates Il y a à peu près 15 ans, j'avais 60 ans. Ouais. Avant, vous les jouiez et vous n'aviez pas l'impression d'avoir pénétré cet univers? Non. Chaque fois, c'était un travail laborieux, sans jamais avoir satisfaction. Et c'est toujours un jour. Ouais. On parlait justement hors micro de masterclass que vous donnez avec des élèves qui jouent devant vous des sonates de Beethoven. Vous avez l'impression que c'est un problème d'âge quand on appréhende cette musique, ou il faut avoir vécu énormément pour pénétrer cette musique, ou c'est une question de personnalité? Oui, vous savez, aujourd'hui, tout simplifie. Et malheureusement, les partitions aussi. On prend partition, on apprend, on le joue, et puis basta. C'est vraiment dramatique. On n'essaie pas vraiment comprendre, de vivre ces partitions. Il faut aborder la musique différemment. Ouais. Justement, vous parliez de partition dans une interview récente. Vous évoquiez Bernard Haitink qui brandissait à l'issue d'un concert symphonique la partition, je ne sais plus si c'était Mahler ou Bruckner. Mahler. Non, voilà, Mahler. Ouais. Et qui brandissait la partition. Oui, le public applaudissait. Et pour lui, c'était pas lui, c'était la partition. Alors,
lever la partition et montrer à tout le monde que c'était lui. Ouais. Mais comment ça se passe quand vous abordez une partition d'une œuvre que vous désirez jouer, que vous n'avez jamais joué comment se passe le travail? Je crois qu'il y a toujours une attirance. On est attiré par quelque chose sans pouvoir définir vraiment. Mais il y a, comme je disais, urgence. Il fallait travailler telle ou telle partition. Et puis, oui, petit à petit, combien de fois on doit réfléchir, refaire le travail, recherche, chaque doigté, chaque nuance. C'est fascinant. Voyage, oui, chaque fois, oui. Mais comment ça se passe? Vous lisez la partition sans jouer d'abord ou vous allez directement au piano? Moi, je dis directement. Et puis, et surtout, essayer de l'écouter. Oui. Mais l'écouter... Ce qui devait être. Oui. Oui. Et si vous écoutez d'autres interprétations ou pas du tout? Oui. Mais ça, vous les écoutez une fois que vous avez travaillé déjà l'œuvre ou au début? Ça dépend. Il n'y a pas de règle. Bien sûr, quand je suis déménagé et quand je suis venu en Europe, c'était bien sûr de rompre avec la vie américaine, mais aussi rompre avec toutes les influences qu'on a. YouTube, au concert, le son, CD, tout ce qu'on veut, télé. Et on est tellement imprégné d'autres idées, d'autres identités. Finalement, on est noyé, on ne sait plus où. Et puis, ça devient presque identique, ça devient monotone, ça devient sans personnalité. Et là, je voulais couper complètement, comment on dit, le bébé quand c'est coupé? Le cordon ombilical. Oui. Et puis, trouver la réponse dans les partitions. Et moi, je voyais un petit point noir. Et c'était... Il n'y avait que ça avec quoi je devais travailler. Et c'était une bonne démarche, je crois. Ouais. Et bon, j'ai fait ça pendant des années. Et puis bon, ça m'intéresse comme les autres jours, bien sûr. Mais ça n'a pas une influence comme avant. Ouais. Vous parlez de continent, vous avez vécu et votre vie musicale et affective elle est sur 3 continents, l'Asie au départ, puis les États-Unis et aujourd'hui l'Europe. Quelle chance que j'ai. Ouais. Mais, parce que c'est pas simplement musique, mais l'opinion en général. Et j'ai aperçu, si on est vécu toute sa vie en Asie, c'est une version de voir comment le monde. Et puis l'Amérique, ça c'est complètement une autre. L'Europe, ça c'est encore une autre. Et j'ai eu de la chance de connaître les 3 continents quand j'avais 20 ans. Alors j'ai vu que avoir une idée un peu plus juste sur le monde, c'est de pouvoir vivre les 3 continents, d'avoir différentes visions pour pouvoir à peu près ce qui est la vérité.
Votre enfance et votre adolescence, elles se déroulent en Corée, donc dans des conditions très difficiles. Oui. Enfin, vous avez un environnement familial culturellement privilégié, en même temps que économiquement, c'est très très difficile, mais vous êtes quand même, vous avez des parents qui culturellement ont une grande curiosité. Ma mère jouait l'orgue à l'église. Et puis elle tenait jardin d'enfants. Mais mon père, qui a étudié au Japon, il a pu rencontrer des grands musiciens, culture européenne, occidentale. Le Japon était beaucoup plus ouvert que la Corée. Et il a tout vu, et il avait une culture incroyable. Ouais. Ah oui, c'est incroyable parce que même vous parliez même au niveau cinéma, il avait une culture. Il vous emmenait voir Pickpocket de Robert Bresson. C'est quand même incroyable. Même il n'y a pas beaucoup de jeunes Français qui allaient voir Pickpocket de Robert Bresson. Ouais. Oui, de voir un film de Robert Bresson quand on avait, je sais pas, j'avais 11 ans. J'étais tellement ennuyé. Mais quand même, ça marquait, ça laissait un souvenir. Ben oui, en plus c'est un film quand même, j'y pensais, je vous avais entendu évoquer ce film, c'est quand même un film où on voit le travail des pickpockets et on voit le travail des mains. Non, c'était l'homme échappé. Ah, un condamné à mort s'est échappé, parce que pickpocket, c'est aussi le travail des mains, où on voit, je me suis fait une analogie avec le travail du pianiste, l'habileté des voleurs. Oui, ça. Et donc c'était vous, un condamné à mort s'est échappé, et c'est encore la guerre. Ce que je me souviens, c'est la fin. Quand le lever du soleil, à l'aube, on voit la lumière, et l'air de liberté incroyable. Ouais. Donc même si vous êtes ennuyé petit, ça vous a marqué quand même des années après. Oui. Comme quoi, il y a parfois l'ennui nécessaire. Ça prépare d'autres. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que votre père, quand même, dans cette Corée d'après-guerre, vous offre la partition de la ballade de Fauré. Ça aussi, c'est quand même incroyable. Fauré, Ravel, oui. Peut-être c'est là qu'est né l'amour pour la culture française. Ouais. Mais c'est incroyable ce lien. Lui, il aimait tout ce qui était français. Ah oui, mais même Fauré, même beaucoup de Français connaissent pas la musique de Fauré, c'est quand même extraordinaire. Quand j'ai décidé d'enregistrer le disque Fauré, tout le monde me décourageait, disant « Oh, ça marchera pas, personne n'a compris, c'est une musique dure, commercialement, ce sera un échec, etc. » C'est le disque que j'ai plus vendu. Mais justement, votre amour de la musique française, on connaît votre amour et des enregistrements merveilleux, vos interprétations merveilleuses, mais vous êtes retrouvé facilement chez vous dans cette musique, c'est-à-dire que c'est une musique que vous avez facilement comprise, culturellement, où vous vous êtes senti des affinités rapidement. Oui, je me sentais à l'aise. C'est vrai, quand j'ai fait intégrer Ravel à New York, c'était mon premier rendez-vous important. Et à cette époque, peut-être, j'ai visité la France quelques jours en passant pour aller en Italie. Je ne connaissais pas. Mais il y a là aussi une attirance très forte. J'ai écouté musique élèves qui travaillaient juste à côté. Je ne savais pas que c'était. Et si j'allais le voir, qu'est-ce que c'est cette musique merveilleuse? C'était Ravel. Ouais. Donc vous avez donné l'intégrale même en concert, l'intégrale de la musique pour oui, piano. Là aussi c'était
offrir à moi aussi. Mais un jour, après un concert assez réussi, j'étais dans l'autobus en revenant. Et puis, je me suis dit, ce serait tellement formidable si je peux créer l'univers ravelien dans une soirée où on est obligé d'écouter que Ravel. Obligé, le mot est fort. On est heureux d'être là. Oui. Je voulais partager cette atmosphère tellement exquise. Et puis j'ai commencé à compter quelle œuvre j'ai joué, quelle œuvre je n'ai pas encore travaillé. Et j'ai aperçu que j'ai presque tout joué. Alors, j'ai commencé à faire le programme et j'ai vu dans la production pianistique de Ravel, il y a 3 morceaux qui est majeur, qui est le tombeau, Gaspard et Miroir. Alors j'ai séparé en 3 parties avec les œuvres qui groupent poétiques ou fantasques ou classiques pour faire un programme. Et ça a très bien marché. Vous parliez d'un... Qui a duré 2h30. Ouais. Vous parliez d'un concert, vous disiez, qui était assez réussi. Vous êtes en général insatisfait au sortir d'un concert. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque fois... C'est le début. C'est le début. Mais si on ne fait pas, hein, on ne saura jamais. Ouais. C'était très risqué pour un jeune inconnu pour débuter à New York avec un tel programme. Ça peut être catastrophique. Mais pour moi, avoir une chance... Oui, on m'a demandé, c'était après j'ai gagné un concours, ou bien je donne récital à New York, ou bien je fais mon premier disque. Et j'ai tellement envie de faire ce programme, j'ai dit non, je vais faire ce programme. Et puis oui, ça a été un commencement qui était bien reçu. Ouais. Un magnifique commencement. Vous parlez de New York, que vos pays, qu'en fait vous êtes arrivé à 15 ans à New York, c'est quand même rétrospectivement un jeune adolescent qui arrive comme ça, qui vient de Corée. Qui n'était pas préparé pour affronter une vie oui, new-yorkaise à cette époque. Vos parents sont en Corée à ce moment-là, vous vous retrouvez tout seul à New York? Oui, mon père est venu avec moi et puis il est retourné. Mais un voyage en plus très long pour aller de l'époque... c'était pas du tout comme aujourd'hui. Oui. On prend l'avion à Séoul, on arrive à New York seul. Mais à cette époque, c'était Séoul, on va jusqu'au Busan. Et Busan, Tokyo, Hawaï, Los Angeles, New York. Et donc là, vous arrivez, vous aviez eu une formation pianistique qui était quand même, atypique. Oui, atypique, c'est ça. Mais comment ça se fait qu'avec cette formation atypique, vous vous êtes retrouvé comme ça dans ce milieu de musiciens exceptionnels? Qui avait repéré en vous un futur artiste? Parce que c'est quand même pas anodin de se retrouver comme ça à 15 ans dans ces années-là. Vous savez, on ne choisissait pas. Hein. Oui, mais il fallait bien que quelqu'un vous ait repéré quand même oui, et ait vu comme en vous un potentiel. D'abord, l'organisatrice de concours, j'étais tellement jeune, probablement elle pensait que avec bonne éducation, elle a pu faire quelque chose. Et puis, bien sûr, il y a une rencontre
adoptive de Lena Bernstein qui est... Oui, alors justement, qui a si vous pouvez en changé. parler un peu, c'est extraordinaire, cette apparition de Leonard Bernstein, qui est une sorte de fée qui s'est penchée sur votre berceau pianistique. C'est incroyable. Oui, c'est un hasard, mais je ne sais pas si c'est un hasard. Ouais. C'est le destin. C'est un peu, oui. Et ce destin, justement, qui a mis Leonard Bernstein sur votre route, c'est incroyable, la manière dont ça s'est passé. Oui, il passait de loin quand je travaillais. Et bien sûr, il était en train de parler avec elle, l'organisatrice, et puis il s'arrêtait, il m'écoutait. Je m'en souviens, c'était une page de Troisième Rachmaninov. Et puis lui, il est reparti sans rien dire. Et j'ai jamais su qui c'était. Moi, à 15 ans, on ne connaît pas le monde de la musique. Même si je connaissais son visage, non. C'était loin. Et puis, bon, j'ai su que c'était Lena Bernstein 25 ans après. Ouais. Par la femme, en fait, qui l'accompagnait, Oui, que vous avez rencontrée 25 ans après. C'est lui, après, qui a dit qu'il fallait absolument que vous preniez des cours Oui. avec Rosina Levin. Correctement. Oui, mais c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous considérez qu'à l'époque, vous n'aviez pas une formation pianistique justement classique, et en même temps, pour que quelqu'un comme Bernstein vous repère, c'est qu'il avait vu un potentiel en vous que vous-même vous pressentiez pas. Enfin, il a su sentir ça. C'est quand même extraordinaire. Oui. J'avais de la chance. Enfin, il n'y a pas que la chance, il y avait le talent qu'il a repéré aussi, mais ça, vous ne le direz pas, que ne veut pas. À ce moment-là, vous vous êtes retrouvé avec Rosina Levin, qui était une grande figure, à la fois comme pianiste et comme... Oui, professeur de Ben Cliven, et tant d'autres. Ouais. Mais à l'époque, vous saviez qui c'était quand vous êtes retrouvé avec cette femme qui représente tellement, mais vous... Non, j'ignorais tout, de tout. Et donc on vous dit, vous vous retrouvez seul à New York, loin de vos parents. La plus grande dame du piano. Oui, c'est ça. Et puis bon, vous vous êtes laissé porter par ça. Vous avez fait confiance dans ces gens qui vous ont pris en main. Ça aussi, c'est extraordinaire. Ah, mais là aussi, une épisode. Bon, elle a vu que j'avais une technique qui était pas bien du tout. Alors, elle m'a dit de travailler avec une jeune assistante, une femme qui était très dure avec la technique. Et elle m'a donné plein d'exercices, comment s'asseoir, tenir la main et tout. Et puis, ça a duré quelques mois. Et j'avais 15 ans, je parlais à peine anglais. Et je suis allé à Madame Levin. Madame Levin, je ne veux pas travailler avec elle, je veux l'autre assistant qui est beaucoup plus musical. Parce que moi, je suis là pour musique, c'est pas pour la technique, ça m'ennuie. Mais elle a compris que ce que je cherchais, c'était la musique. Alors, elle a changer d'assistante. Oui. Mais à l'époque, vous travailliez sur quel piano, en fait, puisque vous habitiez à New York, quoi, dans un studio à Juilliard, il y a des studios. Ah oui, vous étiez à la Juilliard à ce moment-là, donc vous pouviez travailler... Il fallait aller à 8h du matin pour le studio. Mais on peut, oui. Et en même temps, Rosina Levin, c'est une femme qui était née à la fin du 19e siècle en Russie, qui avait émigré aux États-Unis. Beau piano. Très beau piano. Et vous sentiez ce poids historique, en fait, de cette femme où vous étiez trop jeune pour comprendre. J'étais trop jeune, j'ai réalisé bien après. Oui. Parce que ce qui est frappant, c'est que vous appartenez à une toute autre génération, mais vous avez un itinéraire qui ressemble aussi à cet itinéraire de ces gens souvent juifs qui sont partis de Russie ou d'Allemagne ou d'ailleurs, qui sont retrouvés aux États-Unis. Vous êtes parti de Corée après la guerre de Corée pour vous retrouver aux États-Unis. Rencontre
puisque c'était l'époque où tous les grands musiciens sont réunis à New York. Et tous les jours, au Carnegie Hall, Lincoln Center, il y avait grand rendez-vous. Oui, vous avez entendu les Heifetz et compagnie, Tout le monde. et Rubinstein et Horowitz. Dans la journée, on travaillait, mais le soir, il fallait choisir. Vous avez des souvenirs comme ça de concerts extraordinaires auxquels vous avez... Il y en a trop. Oui, j'allais tous les concerts de Serkin, tous les concerts de Arthur Rubinstein. Quand Horowitz est revenu après 14 ans de l'absence, moi, c'était impossible d'avoir eu Des places. place. Oui. Alors, j'étais en train de déjeuner chez un jeune compositeur, et puis le téléphone sonne, un ami à moi qui me cherchait, et puis il y a une place, j'ai un billet pour Horowitz, j'ai laissé tomber le Rochette, et puis Vous avez couru couru. et vous avez réussi à y assister alors Oui, j'ai écouté toutes les notes. Ah oui, c'est incroyable ça aussi. Oui. Et vous avez pu rencontrer certains de ces grands musiciens ou alors c'était trop compliqué de les côtoyer? À un moment donné, Horowitz cherchait les élèves. Et beaucoup d'élèves à Julia School, ils ont allé le voir. Mais peut-être j'avais trop peur, ou bien il y a quelque chose qui me qui résistait. C'est pareil avec Selkin. Un jour, il me dit venez à Marlborough, on travaille ensemble. J'ai répondu non, je voudrais aller en Europe, je ne serai pas là. Et, bon. Et bien sûr, j'aurais pu même rester en Europe, passer l'été avec lui, mais c'était une personnalité à part qui était très fort et je ne voulais pas influencer par lui. Et juste écouter ses concerts, c'était largement suffit. Oui. Et puis j'ai beaucoup appris, mais je ne voulais pas être trop près d'une personnalité pareille. Oui, après, on dit que les arbres ne poussent pas à l'abri des grands chênes ou des grands arbres, c'est trop compliqué. Il fallait trouver moi-même le chemin. Oui. Oui. Nous aurons le plaisir de retrouver Koen Vopeik pour la deuxième partie de cet entretien la semaine prochaine. Et en attendant de le retrouver pour l'écouter évoquer sa carrière européenne, eh bien, on va l'écouter jouer des œuvres de Robert Schumann, les Bunte Blätter. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.